Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest mother on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 371. Aujourd'hui on parle MMA en se basant sur un constat implacable. Aucun Français n'a encore réussi à devenir champion incontesté à l'UFC. Mais on a quand même eu 4 tentatives sur les 4 dernières années, là où aucun tricolore n'en avait jamais obtenu en presque 30 ans d'existence de l'organisation. Dans cette émission, on vous propose une photographie des combattantes et combattants français qui pourraient apporter la première ceinture UFC à notre pays dans les mois qui viennent, parce qu'il faut le dire, on y a cru. On a même fait le déplacement avec RMC Sport à Abu Dhabi pour Gane contre Aspinal. Et quand je dis on, je veux bien sûr parler du pilier du RMC Fighter Club, Baba. Salut Baba. Salut Charles, salut tout le monde. Ouais, on était très proche. Très proche même d'avoir un champion, ça s'est pas fait, donc c'est bien d'avoir cette discussion là et de faire une petite image de où on en est maintenant. Ouais, petit bilan, c'est vrai que bon, t'as quand même bossé hein, après l'événement, t'as été dans le RMC Fighter Club Sunday, dans le Fighter Club ici. D'ailleurs merci à Sacha et Anto qui ont assuré évidemment la relève pour le débrief de cette UFC 321. Allez, on est début novembre 2025, on va finir l'année sans ceinture UFC française. Alors 2026 sera-t-elle la bonne? C'est parti pour le RMC Fighter Club. Comme toujours, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, continuez à nous donner de la force en commentant, en likant et en vous abonnant avec Baba et avec les autres intervenants du Fighter Club. On continue de bosser en prenant un vrai kiff, c'est vrai, à débattre et à trouver des sujets qui vous intéresseront. Alors comme toujours, un grand merci à vous toutes et à vous tous. Pour commencer, Baba, on va citer d'abord les Français qui sont signés actuellement à l'UFC. Ils sont 10, Axel Sola, Morgan Charrière, William Gomis, Oumar Sy, Fares Ziam, BSD, Nora Cornell, Nassourdine Imavov, Manon Fiorot et Cyril Gane. Parmi ces 10, la moitié d'entre eux sont dans le top 15 de leur catégorie respective. On a une belle armée en ce moment dans l'orga, avec pas mal de mecs en dehors des rankings aussi, mais qui en fonction des prochains résultats sur leurs prochains combats pourraient quand même penser au top 15 de leur KT. Ouais, franchement, ça va. C'est, quand tu regardes l'image sur les 10 combattants qu'on a à l'UFC, 5 donc, sont très bien classés, puisqu'on a 2 numéros 1 dans leur catégorie, Manon Fiorot et Cyril Gane. Les deux ont challengé pour la ceinture. Et sont en position pour re-challenger pour la ceinture en 2026. On a Nassour qui est numéro 2, mais bon, il est quasiment numéro 1. Le numéro 1, c'est l'ex-champion Dricus. C'est plutôt pas mal Nora, bien sûr, Nora Cornell qui est classée numéro 12 dans sa catégorie bantamweight, qui est toujours aussi ouverte. Il y a toujours des choses à faire et Nora, elle sera toujours à 2 victoires d'être dans des combats très intéressants. Et Benoît Saint-Dinon qui est numéro 13 dans la caté la plus galère qui existe, mais bon, qui a une grosse carte à jouer en affrontant un numéro 9 en la personne de Benil Dariush. Et derrière, ceux qui sont non classés, que ce soit Oumar Sy, Fares Ziam, William Gomis, Morgan Charrière, Axel Sola lui vient d'arriver, c'est un peu différent, mais les 4 autres pour l'instant à l'UFC Paris. Les 4 autres cités précédemment, t'as l'impression que c'est une victoire d'être classé dans le top 15. Ouais, c'est ça. Je sais pas quand tu vois ces noms, Fares Ziam. Lui, il y prétend. Alors, il devait combattre à l'UFC Paris pour des raisons personnelles. Il n'a pas pu se présenter à Paris, mais c'est peut-être celui, en tout cas derrière, qui mérite le plus le top 15 vu son run actuel. Ouais, clairement. On pensait tous d'ailleurs qu'il allait prendre un combattant classé pour son prochain combat. Lui-même l'a dit que c'était pas le plan. Il veut continuer à monter gentiment, doucement et à prendre des gars qui sont très forts en dehors du classement pour continuer à progresser lui-même. Mais je pense qu'après cette prochaine victoire, il devrait intégrer le top 15. Et c'est lui qui est très bien placé pour le faire. William Gomis, il flirte avec le top depuis bien 2 ans maintenant. Gomis, je trouve que c'est celui qui est le plus sous les radars parce qu'il fait des perfs de fou et on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Il bat des combattants qu'on veut classer en plus. C'est ça qui est important. Et il perd contre des gars qui sont classés juste derrière. Donc ça veut dire qu'il est dans ce groupe de combattants qui n'est pas top 15, mais qui est entre 15 et 20 ou 15 et 25 grand maximum. Et ça, c'est super important pour lui. Et puis après, tu as le cas Oumar Sy qui est dans une catégorie où lui, il peut très vite monter.
Ouais. Avec une autre victoire, là, ça ira très vite. Oumar, il devait y être quasiment dans le classement s'il battait Menifield. Ouais. Il avait perdu et du coup, ça avait un petit peu retardé cette progression, mais je pense que c'est dans les tuyaux pour lui et faut qu'il enchaîne les bonnes performances. On va détailler, en tout cas pour les combattants classés, la situation actuelle pour bien comprendre s'ils peuvent le faire ou pas dans les mois qui viennent. Juste, j'ai trouvé quelques stats parce qu'à l'heure actuelle, on est le 10e pays le plus représenté dans l'organisation. Ouais. Je vais citer les pays qui sont devant nous avec le nombre de représentants et tu nous diras à quelle échelle la France, d'après toi, pourrait prétendre dans les années qui viennent. Tu vois, à combien de combattants est-ce qu'on pourrait arriver? Alors forcément, là ça va être compliqué parce que tu as les États-Unis avec 203 combattants actuellement signés à l'UFC, le Brésil 110. Il y a la Russie derrière, alors là on tombe de beaucoup, Russie à 24. Ouais. Derrière, Mexique 20, Australie 19 combattants, Chine 18, Angleterre 17, Canada et Pologne ils sont à 12, et puis donc la France elle est 10e avec 10 représentantes et représentants dans les rosters à l'UFC. Ouais. Bon, États-Unis-Brésil, on le met en dehors parce que plus de 200, plus de 100, ça c'est injouable. Et puis c'est des marchés qui sont trop importants pour eux, donc ils sont aussi un petit peu obligés de signer beaucoup de combattants de ces pays-là. Derrière, qu'est-ce que tu vois? Parce que par exemple, Pologne, évidemment, et Canada, 12, ça c'est un truc qui est atteignable pour les Français, vu le nombre de combattants français qui arrivent à émerger actuellement, ça c'est facilement atteignable. Bien sûr, parce que là, tu parles de pays avec des points de comparaison importants pour nous, puisque on est un petit peu en bagarre avec les Polonais en Europe. C'est eux qui ont une très grosse organisation qui est le KSW, mais qui emploient des Français, et pas mal, et qui sont tous bien dans l'organisation. Et le Canada, qui a le TKO notamment, ou le Samouraï. Donc c'est des organisations qu'on peut comparer à ce qu'on a chez nous avec l'ARES, l'Hexagone, tout ça, tu vois. Et donc on a des combattants qui peuvent évoluer à la maison au même niveau que ces combattants, que les combattants de ces pays-là que tu cites. Donc ça c'est clairement, c'est pas que c'est atteignable, c'est que si on devait faire une course entre guillemets sur les nations, on doit passer devant ces gars-là, tu vois. Si tu fais le comparatif avec, tu sais, le fameux, moi je suis plus trop, mais le foot européen et le classement, et je crois qu'on est 5e ou quelque chose comme ça, nation française, et qu'on se bat toujours avec la Hollande, avec ces pays-là, on doit passer au-dessus de ces pays-là en termes de nombre d'engagés à l'UFC. D'autant que je sais plus le record français, mais 12, je crois qu'on l'a atteint un moment. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Finalement, il y a eu quelques départs, Taylor Lapillus et autres, mais du coup, c'est quelque chose qu'on a déjà atteint. Quand tu entends 24 pour la Russie, tu te dis que est-ce qu'il y a une projection? On se dit, tiens, dans 5 ans, c'est faisable pour la France? Franchement, c'est faisable. En fait, quand tu as dit 24, j'ai été surpris. J'ai failli te dire, mais ah bon, il y a que ça. En fait, c'est qu'ils ont beaucoup de mecs qui sont très performants. C'est ça le truc. C'est eux, quand ils sont là, ils sont très hauts. Et puis l'avènement des Dagestanais depuis Khabib aussi, qui a amené beaucoup cette vague de Dagestanais. Ça joue. Ouais, et puis après, quand tu réfléchis vite, tu te dis en fait il n'y a que 24 parce que déjà il y a tout ce qui se passe entre le conflit russo-ukrainien qui fait qu'il y a beaucoup de combattants russes qui ne peuvent pas venir aux États-Unis combattre. Il y en a plein, tu peux pas les faire combattre sur le sol américain, donc c'est compliqué. Et puis, comme tu l'as dit, beaucoup de Dagestani, des combattants qui ont le même profil. Et à un moment, l'UFC se dit, bon, ça va, j'ai un lutteur, 2, 3, 4, 5, je vais pas ramener que des lutteurs qui vont tous dominer mes catégories et ça va être moins fun pour le public. Donc en vrai, je comprends. Ce qui fait que 24, on peut, je pense que... Dans 5-6 ans, quoi, c'est ça, ouais. Moi, je vois même plus court terme que ça, en fait. Ah ouais. Là, on a des combattants intéressants hors UFC, sans citer ceux qu'on cite toujours. On a fait un épisode entier, notamment sur Saladin Parnasse et Cédric Doumbé, je vous invite à le réécouter. Mais tu peux citer des mecs comme Nicolas Leblond qui va combattre pour le titre du Cage, enfin des combattants qui sont au PFL aujourd'hui mais qui pourraient atterrir à l'UFC plus tard, des Barista Diguzel. Moi je cite souvent ce combattant-là parce que j'aime vraiment beaucoup son style et sa manière de combattre. Mais enfin il y a d'autres combattants comme ça, sans faire injure aux autres organisations, tu te dis qu'à moyen terme ils peuvent arriver à l'UFC. Intéressant en tout cas de suivre cette progression par rapport au nombre de Français qui a signé à l'organisation. Dernier mot avant de s'intéresser au cas particulier, quel changement tu as constaté depuis 2 événements primordiaux pour le MMA français, la légalisation en 2020 et l'UFC qui est arrivé à Paris en 2022. Ça aussi, ça a été hyper important, même si déjà en 2022, il y avait pas mal de Français, puisque sur la carte de l'UFC Paris 1, je ne sais plus le nombre exact, mais il y avait déjà pas mal de Français. Mais ça a été 2 événements qui ont tout changé, en fait. Ouais, ça a tout changé. L'UFC Paris, ça a poussé l'organisation à signer des Français. Déjà, donc ça a été important. Parce qu'avant ça, tu avais l'impression que l'UFC se contentait de 1, 2 Français, 3 peut-être
simultanément, ça leur allait très bien, il n'y avait pas besoin de faire plus. Avec la découverte d'un nouveau marché pour eux et surtout ce qu'ils ont découvert en arrivant, l'engouement et le business, parce que l'engouement c'est cool pour leurs réseaux sociaux, mais le business a été important pour eux, ce qu'ils arrivent à mettre dans leur poche à la fin, ben, ça les pousse à signer d'autres combattants français, ensuite à les tester sur leur marché à eux, voir si ça prend, et ils se sont rendus compte qu'en signant des Morgan Charrière, ben, on a un combattant qui fait des bonus systématiquement et que forcément il y en a d'autres des comme ça. Mais c'est vrai que c'est fou quand même de se dire qu'en 30 ans, parce que c'est quoi avant 2020, 2022, ça a été Che Congo, ça a été Cyril Diabaté, peut-être les deux plus performants, même s'il y en avait eu d'autres. Il y a eu Taylor et Mika Lebou qui étaient là-bas, nos consultants à MC Sport. Il y avait eu David Baron, par exemple. Il y avait Francis Carmon, mais comment en l'espace de comme ça, d'un petit basculement, finalement, on arrive à avoir 5 combattants classés dans les rankings top 15 en ce moment à l'UFC. Tu vois, je trouve ça assez fou de faire ce comparatif par rapport à des années qui sont finalement pas deux époques complètement différentes, quoi. Non, c'est clair, t'as raison, et c'est important de le souligner en vrai, parce qu'on le fait sur un temps relativement court par rapport au fait que le MMA soit officiellement légalisé. Donc on a toujours été un pays de combat, comme on le dit, on a toujours performé en combat. Il fallait juste qu'on ait plus de moyens. La légalisation a apporté ces moyens-là, a apporté cette structure au travers d'un moment de la fédération et du travail qui est fait au sein de la fédération. Donc, et puis les organisations se sont professionnalisées puisque tu n'es plus dans la clandestinité, entre guillemets. Un mec comme Hatch, il a organisé pendant des années... il fallait faire attention, Fernand qui a organisé et qui a provoqué quelque part entre guillemets le débat, puisqu'il a organisé, derrière ils ont dit bah, maintenant on coupe les organisations, et puis il a fallu 5 années derrière avant de légaliser officiellement, donc derrière ça les combattants ont pu progresser. Ouais, c'était fou. Et puis le cirque d'hiver où l'événement est arrêté, enfin on dirait qu'on est sur une époque de la prohibition. Exactement. La prohibition, c'est le mot, quoi, tu vois. Donc on a développé des combattants, il faut rendre hommage à toute cette génération là de combattants qui se sont développés dans la clandestinité, entre guillemets, tu vois. Et derrière en fait on était prêts à arriver à ce niveau là. Il y a des combattants qui ont pu évoluer avec ce genre de combattants, se former avec ces combattants là, la première génération puis la deuxième qui est partie à l'UFC, tu l'as cité tout à l'heure, les Che Congo, les Diabaté, les compagnies qui ont pu former des élèves derrière, et on arrive à maturité, et je dirais même qu'encore une fois il y a d'autres combattants qui auraient pu signer à l'UFC par rapport aux combattants qui auraient pu avoir, et le nombre de combattants qu'on a actuellement. On est en déficit, on pourrait en avoir plus. Ouais. Bon, en tout cas, très intéressant aussi de se poser la question, mais qu'on pourra développer aussi pendant cet épisode. Est-ce qu'un champion français depuis 2022, ça aurait encore changé les choses si Cyril avait pris la ceinture contre Francis Ngannou en 2022, est-ce qu'aujourd'hui on aurait 15 ou 20 combattants français à l'UFC? Tu vois, peut-être que ça aurait aussi ouvert d'autres portes, à l'image de Khabib, tu vois, qui finalement, grâce à son règne, a pu ouvrir les portes de l'UFC à certains autres combattants daguestanais, comme c'est le cas de Islam actuellement. Bon, peut-être que même sans Khabib champion, vu son niveau, il aurait été à l'UFC. Mais c'est vrai que les perspectives auraient pu être plus larges. Ça aide, ça ouvre les portes. On l'a déjà vu. Le fait que le MMA Factory arrive à intégrer plus de combattants, ça participer. Tu as des combattants qui sont des top fighters. Bah, derrière, avec les matchmakers, c'est plus simple parce qu'on va te contacter plus facilement pour savoir si tu as des combattants, des prospects. On va regarder un peu plus ton club. Donc, si on a un champion, c'est la même chose. Tu vois, tu vas avoir une aura, tu vas avoir aussi une influence auprès de l'organisation qui fait que tu peux faire rentrer plus de combattants. Ça c'est factuel de toute façon. Allez, on va faire du cas par cas. Baba, honneur à Cyril Gane, le Français le plus performant de l'histoire de l'UFC, avec 3 title shots déjà disputés, 2 perdus contre Ngannou en 2022 et contre Jones en 2023. Et puis le dernier, il y a quelques jours, un no contest contre Thomas Spinal. Dana White a déjà dit qu'il lui semblait logique d'organiser une revanche. Pour l'instant, aucune officialisation. Ce qui fait toujours de Cyril le Français, je pense, le plus proche d'une ceinture à l'UFC. Ouais, c'est toujours lui. Je pense que parce que sur le jeu des classements, déjà, il est numéro 1. Et puis surtout, c'est le gars, lui et Manon sont similaires sur le fait d'avoir quasiment nettoyé le reste du top 10. Donc en fait, ils sont quasiment indéniables. Cyril, avec les circonstances, il est plus proche. Cyril, ça le met plus proche parce que il y a ce qui s'est passé dans le combat, dans le premier round, où on avait l'impression qu'il prenait le dessus, même si le combat était encore long, et que derrière, les cotes de popularité, et on le voit parce que maintenant on a une bonne dizaine de jours de recul, et c'est ce qui s'est passé ce week-end, évidemment. En vrai, c'est très important, je pense. Je pense que c'est très important. Dans l'image, parce qu'en fait, il y a eu un peu de tout. Alors,
Il y a Ariel Elwani qui dit ouais, Cyril il aurait dû être disqualifié pour ce qu'il a fait. Et puis il y a les autres qui disent mais regardez Thomas Spinal qui essaye de trouver la moindre petite image où il ouvre l'œil, etc. Ouais. Après moi je me dis un truc tout con, mais tu sais, je pense pas que, mine de rien, quand t'es comme ça, ne serait-ce que quand tu veux faire semblant d'avoir, c'est dur de maintenir un truc. Tu vois Thomas Spinal avec tout ça. Il avait vraiment mal à l'œil. Ça, pour le coup, je pense qu'il faut pas enlever. Même si les images, on se dit, mais l'autre doigt est plus rentré dans l'autre œil, mais finalement. Sérieusement, s'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. Les débats de centimètres rentrés, pas rentrés, paupières fermées, pas fermées. Ouais. Heureusement pour nous qu'on est tous différents, Charles. On est tous différents, on réagit tous différemment à des situations, à des douleurs ou autres. Comparaison n'est vraiment pas raison. Encore plus avec ce qui s'est passé ce week-end où on me dit que là, tu vois, Waldo Cortés Acosta, il a continué alors que Thomas Spinal. C'est pas les mêmes enjeux, les gars. Calmez-vous, quoi. C'est pas du tout pareil. je remets juste dans le contexte pour ceux qui n'ont pas suivi. C'était sur RMC Sport. Vous pouvez suivre le résumé, notamment sur YouTube RMC Sport Combat. Waldo Cortés Acosta qui se prend un doigt dans l'œil et en fait qui arrête de combattre complètement. Finalement derrière Ante Delija qui continue à mettre des coups, à lui mettre des coups, TKO terminé, et l'arbitre arrête le combat. Et finalement, après révision de ce qui s'est passé, effectivement on voit qu'il se prend un doigt dans l'œil et donc il arrête complètement de combattre. Le combat repart et Waldo Cortés Acosta là met un KO TKO de fou à Ante Delija sur une sorte de compte mais qui est magnifique. Et il gagne le combat. Et donc du coup forcément ça fait dire aux gens regardez, attendez, Cortés Acosta lui pouvait continuer, en plus il gagne le combat derrière. Pourquoi est-ce que Thomas Spinal il l'a pas fait? Donc ça met ça, dans la tête des gens, ça profite ce qui s'est passé, ça profite largement à Cyril. C'est pas que je veux pas encore une fois, la décision d'Aspinal, il a pris sa décision en son âme et conscience, personne n'est dans sa tête, tu peux spéculer autant que tu veux, on peut pas comparer tout et n'importe quoi en fait. À un moment, faut arrêter on peut pas partir sur ces principes-là parce que le combat a une histoire riche, tu pourrais comparer des situations qui se ressemblent et qui en fait n'ont rien à voir. Donc là, pour le coup, en plus, je suis même enclin, pour clore le sujet sur ça, je suis même enclin à être plutôt d'accord avec Ante Delija sur le fait que le combat a été arrêté. Pour moi, tu reprends pas ce combat-là, en fait. C'est un autre contexte. Ça, je suis d'accord. Donc ça, je ne comprends rien. C'est ridicule. Les arbitres et la commission, c'est encore ridiculisé. L'arbitre a arrêté le combat, tout le monde s'assoit, tu sors le tabouret, puis au final, tu dis ok, on reprend parce qu'il y avait la VAR. Alors, faut m'expliquer. Qu'est-ce que, juridiquement parlant, dans les règlements, est-ce que les ralentis font foi? Est-ce que tu peux reprendre un combat sur la foi de ralenti? Mais disons que ça crée un précédent. Du coup, n'importe quel combattant aurait, s'il voit qu'il s'est passé ça, aurait normalement la possibilité de dire je veux pouvoir profiter d'une révision par l'arbitrage vidéo. Non, mais ça ouvre des portes, ça ouvre une boîte de Pandore, c'est un peu n'importe quoi. Donc là, pour le coup, pour revenir à ce qui nous intéresse, c'est bien parce que ça met Dana White un peu plus dans la merde. Avec quand on avait posé la question sur l'époque, il a dit who cares, qui s'en fout en fait. Mais regarde, toutes les semaines, ça crée des précédents, des incidences. Il n'a pas de choix. Je pense qu'il n'a pas de choix avec ce qui s'est passé de faire recombattre Cyril Gane pour le titre, évidemment. Et ça nous apprendra, nous tous, à avoir fait toute notre communication sur le fait que Cyril pourrait probablement pas avoir de 4e chance pour le titre. C'est vrai. Tu vois, comme quoi, on n'envisage pas tout. C'était la question. Même nous, non mais tu veux bien. C'est une auto-remise en question aussi parce que on l'a pas vu. Dans toutes les émissions ici les premiers, on s'est dit est-ce qu'un jour il pourra avoir une 4e chance? Quel scénario? Mais celui-là, on l'avait pas vu venir. On axe dessus. On va pas vous mentir. Charles qui agit en tant que chef d'édition, donc tout ce que vous voyez pendant les plateaux, c'est Charles qui vous les présente, les plateaux, les graphiques, etc. Et puis nous, on en parle avec pour pouvoir lancer ces choses-là en plateau. Puis à aucun moment, en fait, dans nos discussions, on se dit ça peut. Un no contest, il peut y avoir un no contest qui fait qu'on l'avait pas envisagé. Donc tu vois, à nous de faire attention pour les prochaines fois, parce qu'on va avoir une 4e chance pour le titre de Cyril Gane et qui est bien ancré sur son fauteuil de numéro 1. Et voilà, moi j'avais fini 2024 en disant qu'on aurait un champion français en 2025. On l'a pas eu. On l'a pas eu. Et bon, pourtant, malheureusement, Cyril était plutôt bien parti. Juste comment tu vois la reine d'Aspinal? Parce que pour moi, c'est un peu bâtard par rapport à Cyril Gane. Parce qu'en fait, Aspinal, il est quand même considéré comme le champion undisputed qu'il est. Par contre, il a fait exactement comme Cyril Gane. C'est-à-dire qu'il a gagné un combat pour la ceinture intérimaire. Cyril Gane, il l'a fait contre Lewis en 2021. Aspinal, il l'a fait en 2023 contre Pavlovich. Et finalement, celui qui est propulsé sur le toit du monde et qui est considéré comme le champion, c'est Aspinal. Moi, je trouve ça assez injuste par rapport à Cyril Gane. Bien sûr, parce que quand c'était Cyril, on a fait peu de cas de sa ceinture intérimaire. On a dit que déjà il avait gagné contre un adversaire qui était supposé faible, alors qu'il a le record de KO chez les poids lourds, mais bon, passons. Et qu'il a continué à en mettre derrière. Voilà. Et puis derrière, on attendait comme il perd 2 fois pour la ceinture
ceinture undisputed, ben, on a oublié qu'il était champion intérimaire. Sauf que aujourd'hui, factuellement, et malheureusement pour lui, Thomas Spinal, il n'a pas de règne. Il n'a pas de règne. Il a défendu une ceinture intérimaire. Franchement, c'est un précédent dont on aurait bien pu se passer déjà. Même s'il a battu un adversaire de valeur en Curtis Blades. Et puis derrière, ben, lui-même l'avait dit en préparant le combat que c'était son combat pour le titre, c'était celui-ci, qui se sentirait champion après avoir battu Cyril Gane. Ouais. Ben, pour l'instant, il l'est pas. Ouais. On l'est pas, quoi. Pour l'instant, il l'est pas. Bon, en tout cas, pour Cyril Gane, l'année 2026 s'annonce très bonne. Par rapport à ce que tu as vu de lui, sur ce qu'il a fait sur ce camp, ce qu'il a fait sur ce combat, sur la gestion aussi. Il s'est présenté en conférence de presse après coup avec le sourire, même si sur le coup il l'a encaissé assez difficilement lorsqu'il était dans la cage, mais derrière voilà, c'était passé et puis il s'est présenté avec le sourire, avec toute la gouaille qu'on lui connaît. Le camp qu'il a fait, tu le vois capable de le refaire pour le combat 2 contre Aspinall. Tu le vois être aussi fort, aussi imposant dès le début du combat. Qu'est-ce que tu vois pour Cyril C'est tout l'enjeu là, ce que tu évoques, Charles. Moi je pense qu'il est capable de le refaire une fois que tu l'as fait. De toute façon, ce camp-là, que tu as vu la difficulté que ça impliquait, ben, tu sais que tu es capable de le faire, et ça c'est une information importante, donc tu vas pouvoir le refaire. J'en parlais avec des potes et je faisais le parallèle de tous ces gamins-là qui découvrent le centre de formation, et puis t'en as qui restent et qui s'y épanouissent, et puis d'autres qui trouvent ça beaucoup trop dur et qui retournent à la maison et qui abandonnent le foot, quoi, tu vois. Là, il a vu ce que c'était, il a vu la difficulté, il sait qu'il est capable de le faire, il a vu les résultats que ça produisait, il a vu que sa préparation s'est bien passée, et que derrière, ça a produit des résultats rapides dans la cage. Donc tu vas que pouvoir recommencer. Par contre, le défi est là. C'est quand est-ce que tu retournes en entraînement intensif, quand est-ce que tu retournes en camp, parce que le combat, on s'imagine tous qu'il serait premier semestre 2026, mais on ne sait pas encore quand. Et puis l'autre défi, c'est de se dire, voilà, il faut pas en faire une occasion parfaite manquée. Il faut être capable de répéter ça face à un Spinal qui cette fois-ci aura vu ce que ça fait d'être dans la cage avec Cyril, qui aura senti la vitesse, qui aura senti la capacité athlétique. Et lui, il va changer beaucoup de choses à Spinal, c'est sûr. Moi, je vois. Cyril, il a beaucoup parlé. C'est un truc qu'il a beaucoup dit, mais j'ai loupé la rentrée de mes filles, etc. Ouais. Je pense que même par rapport au calendrier, il faut prévoir 2 mois à l'avance à peu près pour un gros camp. Tu laisses passer Noël et puis après, tu commences à te préparer pour mars ou avril. C'est ça. Moi, je pense qu'il va. Et puis aussi, je crois que le camp de Cyril sont en position de pouvoir faire certaines demandes. Justement, par rapport à la date du combat, de pouvoir dire on va laisser passer les fêtes. Moi, j'ai fait tout ce que je devais faire de mon côté. Malheureusement, faut pas oublier, le combat s'arrête parce que c'est lui qui fait une erreur. Je veux quand même le redire parce qu'on empile beaucoup sur Thomas Spinal, mais une faute qui a été commise, elle est du côté de Cyril, elle n'est pas du côté de Thomas Spinal. Et donc du coup, maintenant, on sait aussi comment ça se passe l'UFC. On sait que maintenant, Dana White, il a une préférence pour Cyril plutôt que Tom. C'est comme ça que ça va. C'est comme ça que on était toi et moi en salle de conférence de presse, on a vu que Dana White, il faisait des compliments sur Cyril, il était moins sur les compliments du côté de Tom. Donc j'imagine que ça met le Factory en capacité de demander une certaine date plutôt qu'une autre pour le combat. Puis de toute façon, il faut attendre que Tom soit opérationnel pour son camp d'entraînement. Et derrière, ce sera, entre guillemets, comme tu l'as dit, plus facile pour lui d'entrer en camp une fois que les fêtes de fin d'année sont passées, qu'il a passé du temps avec sa famille. Mais en même temps, il ne faut pas perdre trop de temps. Il ne faut pas perdre tout le bénéfice de ce que tu as fait. Il faut rester dans ce move. Juste dernier mot, est-ce qu'en un mot, tu penses que Dana White va les punir, va les mettre en co-main event d'un gros numéroté, ou alors il va les laisser en main event d'un gros numéroté? Je vois pas comment tu fais un combat pour le titre et pas en main event. Tu crois? Pour moi, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Non, c'est les catégories poids. C'est les poids lourds. C'est les poids lourds de l'UFC. Le baddest man of the planet, c'est censé être lui. Non, ça, c'est du main event pour moi. Et puis maintenant, il y a une histoire à raconter. Ouais, il y a un storytelling qui va être très bon aussi derrière. Et l'UFC devrait, comme il sait le faire, s'en saisir pour raconter une belle histoire. Bon, en tout cas, pour nous, Cyril Gane, qui est encore le combattant français le plus proche de pouvoir prétendre à une ceinture à l'UFC, de par la temporalité du combat qui devrait le rapprocher d'une revanche contre Thomas Spinal. On enchaîne et on passe à Manon Fiorot qui, avec Cyril Gane, est la seule à avoir eu sa chance pour une ceinture UFC dans l'histoire. C'était en mai dernier contre Shevchenko. Défaite à la décision contre l'une des meilleures combattantes de l'histoire du sport. Avant ça, elle avait battu tout le monde avec 7 victoires d'affilée dans l'orga. Et mi-octobre, elle a éliminé l'une des filles qui montait dans la catégorie, Jasmine Jasudavicius.
Elle était descendue à contender numéro 2, Manon. Puis grâce à cette victoire, elle est repassée numéro 1. C'est une place qui est largement méritée par rapport à son parcours d'avant et même par rapport à cette victoire très facile et imposante contre Jesus Davicius. Ah bah oui, déjà tu bats une combattante qui est considérée comme une potentielle contender, parce qu'elle était numéro 5, hein, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, Jesus Davicius en rentrant dans le combat. Tu l'expédies en 1 minute, comme il faut, donc il n'y a rien à dire. Là tu dis à l'UFC et au reste de la catégorie, ok, il y a la championne, mais derrière c'est moi. C'est moi, et vous m'amenez quelqu'un d'autre, et voilà ce qui va se passer. Donc, et c'est ce qui s'est passé quasiment, je les ai pas mis KO les autres, mais je les ai surdominés de toute façon. Donc il n'y a rien à dire, c'est la numéro 1 incontestée, il y a la championne, bien sûr, Valentina Shevchenko, et la numéro 1 en dehors de la championne, c'est Manon Fiorot, clair, net et précis. Alors, problème qui peut ne pas être un problème, puisque ce combat va tout déterminer pour l'avenir de Manon Fiorot, c'est ce qui arrive à New York, UFC 322, Shevchenko qui va faire sa défense de ceinture. Ouais. Contre Weili Zhang, qui est monté de catégorie. Quels sont les scénarios que tu envisages en fonction de la victoire de Shevchenko ou de la victoire de Zhang? On va essayer de pas pronostiquer en fonction d'un no contest, hein, parce que même si on a déjà fait l'erreur une fois, on gardera l'option, hein, mais tranquille, on va pas faire des pronostics de no contest. Qu'est-ce qui se passe pour Manon en fonction du résultat de ce combat? C'est simple, hein, si Valentina gagne, je vois pas comment derrière l'UFC ne lui laisse pas un temps de récup à Valentina et qu'ensuite on fait un combat pour le titre. Maintenant, j'ai bien écouté Aldric Cassata et Manon Fiorot, tous les deux au micro derby sur Jab Life. On veut de l'activité, c'est clair. Aldric pense qu'il s'est trompé en attendant le combat pour le titre, donc ils vont mettre de l'activité. Ça va probablement passer par un combat contre Natalia Silva, qui est l'actuel numéro 2 du classement. Ouais. Moi je trouve que c'est une très bonne idée, à titre personnel, je l'ai toujours dit, c'est mieux de combattre et c'est mieux d'écarter les rivales, tu les écartes avant la ceinture, de toute façon tu l'auras déjà fait. De toute façon, je pense que même en cas de défaite, elle s'est tellement imposée comme une des meilleures combattantes de cette caté que même si elle perd, elle va pas passer 6ème. Ah bah non. Donc elle restera top 3 et du coup elle restera, même s'il y a un accident dans ce combat, elle restera dans le roster très serré des top 3 de la caté. C'est ça, c'est cette conversation-là qu'on a avec Manon. Donc voilà, je pense que dans le monde où Shevchenko bat Weili Zhang et que Manon Fiorot bat Natalia Silva, parce que je pense que ça va se passer comme ça, on refait la revanche. De toute façon, tu peux pas faire autrement que ça. Et ça, ce serait un scénario qui serait vraiment cool pour Manon et pour nous, bien sûr, en tant que fans français. On va passer au pire scénario. Le pire scénario, c'est Weili Zhang qui gagne. Elle gagne, forcément une revanche. Valentina gagne, il y a une trilogie. Et là, on est mort. Là, on a 1 an et demi dans la tête. Ouais, c'est ça. Et tu peux rien faire. Peut-être que l'UFC fera une ceinture intérimaire, peut-être, tu vois. Mais c'est même pas garanti. Donc j'aime beaucoup la combattante Weili Zhang. J'aime bien les deux combattantes de toute façon, mais là pour le coup je vais être un peu pour Valentina pour que ça se passe mieux pour nous. Je vais un peu être derrière Valentina Shevchenko sur ce combat-là, juste pour des histoires de nous on veut une deuxième chance pour le titre, quoi. Donc voilà, on a des scénarios qui se dessinent de façon assez simple. Moi je pense que ils ont raison, la team Boxing Squad, de se dire on garde notre destin entre les mains, on écarte une autre potentielle contender. Et comme ça, on se rend encore une fois indéniable. Et c'est nous, on est là. Hein. Soit vous nous faites faire une ceinture intérimaire, soit on va prendre la gagnante du combat entre Valentina et Weili Zhang. C'est vrai que c'est une stratégie qui semble être la seule à appliquer, parce que tu peux aussi un peu forcer la main de l'UFC. À un moment, si tu gagnes, que tu as éliminé tout le monde derrière, seul problème, c'est qu'il restera encore Alexa Grasso qui traîne derrière. Et même si elle éteint Natalia Silva, Manon, ils pourront lui dire allez, fais Alexa Grasso. Et ce qui serait bien, ça ferait quand même un gros fight. Il y aurait une bonne bourse à la clé pour Manon, parce que tu t'apprêtes ou tu affronterais une ancienne championne. Mais il y a quand même 2-3 options pour l'UFC de la laisser refroidir un petit peu avec des filles qui sont en dessous des deux prétendantes à la ceinture. Ouais, t'as complètement raison. T'as raison. C'est un scénario qui est plus qu'envisageable. Et je crois que c'est bien accepté du côté de Manon et Aldric de se dire de toute façon, on va garder de l'activité. Donc c'est possible qu'on ait à combattre les deux adversaires qu'on n'a pas encore battus en dehors de la championne. Si tu devais dire, alors du coup ça implique que tu dois nous faire un prono pour ce Valentina contre Weili Zhang, mais si tu devais donner un pronostic, est-ce que tu penses que Manon aura une nouvelle chance pour la ceinture en 2026? Je pense que Valentina a encore ce qu'il faut pour battre Weili Zhang. Elle a encore l'expérience, elle a encore le bagage technique, elle a encore la capacité athlétique pour le faire. Je pense que ça va être difficile, mais ça devrait passer. Et du coup, je pense que on a la revanche entre Valentina et Manon en 2026, puisque je pense que Manon va battre Natalia Silva aussi. C'est pas du chauvinisme, Oui, je pense aussi. Non, moi, en toute franchise, je pense que Manon elle a montré qu'elle est au-dessus des autres. Ouais.
Très bien. Et en plus de ça, elle a aussi beaucoup expliqué qu'elle était sortie d'une période mentale où désormais elle était beaucoup mieux et que c'est à cette période-là qu'elle avait affronté Valentina Shevchenko et que là-dessus, elle est aussi sortie d'un flou mental. Donc tout devrait s'éclaircir en 2026 pour Manon Fiorot. Ça a déjà commencé mi-octobre avec la victoire contre Jasudavicius Vicius. Donc potentiellement, nos deux numéros 1 en 2026, Ciel Gane et Manon Fiorot, devrait ou pourrait obtenir un title shot à l'UFC. Un autre qui devrait l'obtenir, et lui, il l'a plus que mérité. Et j'ai l'impression que Nassourdine, ça fait des mois et des mois qu'on a les mêmes discours, mais il est numéro 2 chez les poids moyens. C'est donc Nassourdine Imavov. C'est sûrement le Français qui a connu les années 2024 et 2025 les plus folles, 5 victoires contre des classés, dont une par TKO contre Adesanya. Problème, le champion de sa caté actuellement, il s'appelle Khamzat Chimaev, et on ne sait pas trop ce qu'il va faire pour son prochain combat. Et c'est un peu lui qui a l'avenir de Nassourdine entre ses mains, tout comme là c'est un fight global entre Shevchenko et Zhang qui l'a pour Manon Fiorot. Là c'est Khamzat à lui tout seul qui l'a pour Nassau. Absolument, absolument. Et c'est chiant, franchement, toute franchise. C'est chiant que ton destin sportif soit entre les mains d'un mec qui est aussi peu consistant, on va pas se mentir, et qui combat pas aussi régulièrement que certains autres. Tu as toujours une petite astérisque sur il va combattre quand Khamzat. Donc voilà, en tout cas, il y a eu ce fameux tournoi que l'UFC a voulu nous faire croire qui serait important pour déterminer le contender numéro 1, comme s'il n'y en avait pas déjà un. J'achetais pas de Reader qui a été éliminé par Allen, puisque c'était lui l'autre demi-finale, et finalement Allen s'en est occupé. Sauf que Nassour s'est occupé d'Allen, donc comme ça au moins c'est clair. Puis Allen il était 8 ou 9 avant le combat contre Reader, de toute façon. Donc, comme ça. On a voulu emmerder Nassourdine en lui mettant un prospect dont la hype était légèrement supérieure à son niveau élite. Sauf que Nassour l'a écarté, Caio Borralho, et en plus en étant blessé. Donc il a quand même dominé, il a quand même montré qu'il y avait un niveau différent entre les deux. Donc il n'y a aucun problème. Maintenant, moi je crois que ce qui va se passer, c'est que Khamzat ne va pas défendre cette ceinture. Il va monter. Je pense qu'il va monter ou qu'il va y avoir un autre problème, je sais pas. Mais moi, j'arrive pas à me sortir de la tête que ce sera pas Dricus contre Nassourdine pour une ceinture intérimaire ou pour la ceinture tout court. Tu penses que ce sera ça du coup? Ouais. Tu penses qu'il va... Alors, s'il monte, c'est pourquoi? C'est pour aller prendre du blé? C'est parce que physiquement, mine de rien, il va avoir un petit peu de mal parce que il a loupé beaucoup de combats pour des problèmes de poids, pour des problèmes de santé. Donc c'est vrai que s'il veut être plus tranquille, tu montes. En plus, il y a quand même un bon gap entre les moins de 84 et les moins de 93. T'as 9 kilos, donc là t'es tranquille. Par contre, voilà, tu tapes des mecs comme Pereira, quoi. Ouais, mais je pense qu'il croit déjà premièrement que Poatan c'est un adversaire qui est plus accessible pour lui qu'un Magomed Ankalaev en termes de potentiel de défense de lutte. Lui, il sait qu'il peut plonger dans les jambes de Poatan, que ça devrait le faire, qu'il devrait pouvoir l'amener au sol. En termes de puissance, il a ce qu'il faut pour embêter un Poatan. Je pense que ça le fait, tu vois, et que stratégiquement parlant, c'est plus intéressant d'aller combattre un Poatan qui est champion qu'un Ankalaev qui est champion. Ça c'est clair. Même si Ankalaev son niveau supposé de lutte, encore une fois. Moi, je pense aussi que Khamzat c'est lié à sa personnalité. C'est quelqu'un qui a toujours été là pour un bon temps, pas pour un temps long. Et lui, il veut prendre les raccourcis pour écrire sa legacy et vite. Et là, c'est de se dire, je suis pas là pour défendre ma ceinture middleweight 5 fois. Ça, c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, c'est prendre une deuxième ceinture rapidement, prendre de l'argent qui va avec, monétiser au maximum. On sait aussi qu'il a une pression nationale. Je sais pas comment dire un autre mot que ça, mais il y a le président de son pays d'origine qui l'utilise comme un espèce de jouet marionnette, appelle ça comme tu veux. Donc il y a toute cette pression là qui doit vivre. On sait plus trop, il est tchétchène, mais il a été suédois, puis émirati, mais il a gagné la ceinture, il était dans un avion 10 minutes plus tard, parce que derrière il fallait qu'il ramène la ceinture à son vrai propriétaire visiblement. donc voilà, il y a tout ça autour de Khamzat qui fait qu'on sait que c'est pas stable, et que si l'UFC décide de se dire en fait le super fight contre Poatan il est intéressant, sauf que derrière attention, il y a Poatan qui lui vise son super fight avec John Jones, donc tout ça est très très compliqué, très trouble, et c'est tout ce qui me pousse à me dire
En fait, l'UFC vont se dire Khamzat va pas combattre tout de suite, on a une ceinture intérimaire, on aime bien faire ça de toute façon. On a Dricus et Nassour, ça fait un combat intéressant. Écoute, on le fait. Nassour, lui, il était à Abu Dhabi, on l'a vu quand on était à l'UFC 321. Bon, d'ailleurs, l'UFC lui avait demandé d'être présent pour des questions-réponses juste avant la pesée ouverte au public. Il y avait aussi Kamaru Usman et il y avait Carlos Ulberg. C'est les 3 combattants qui étaient conviés. Donc voilà, Nassourdine, il est là, l'UFC pense à lui. Lui-même a dit, mais moi, de toute façon, je suis toujours prêt. Les gars, vous m'appelez, c'est bon, je suis prêt. Là, la ceinture, il y est prêt depuis 1 an, de toute façon. Donc 1 an et demi. Très difficile. Est-ce que ceinture vacante, pas intérimaire, entre Dricus franchement, ce sera soit une ceinture vacante, soit une ceinture intérimaire. Il y a Younes Ben Abdelawed, le manager de Nassourdine, qui laisse entendre ça depuis quelques semaines maintenant. C'est quelqu'un qui est plutôt bien informé, Younes. En règle générale, quand il a dit quelque chose, ça s'est passé comme ça. Rappelons, quand on l'a reçu et qu'il nous avait expliqué qu'il savait ce qui se passait du côté du camp Khamzat et tout, et qu'il savait, et que c'est pour ça qu'ils avaient pris la décision de retirer Nassour du backup. Donc voilà, quand une personne qui est aussi connectée et qui est dans le milieu et qui fait son travail t'affirme ce genre d'informations, moi j'ai plutôt tendance à le croire, puisque son historique montre qu'il avait raison. Donc tous ces éléments-là me poussent à me dire que ça va se passer comme ça en 2026. Dana White, il a été interrogé là-dessus à la fin de la conférence de presse de l'UFC 321 en disant alors qu'est-ce qui va se passer dans cette catégorie, parce qu'il y avait pas mal forcément de journalistes français aussi dans cette salle de conférence de presse. Il a dit non, je sais pas, donc il a un peu balayé la question. Il n'a pas voulu répondre. Est-ce que je me rends pas compte à quel point, on a toujours dit le seul qui est arrivé quasiment au niveau de l'UFC, c'était Conor McGregor à l'époque. Je me rends pas compte à quel point Khamzat, il a une influence auprès de l'UFC directement. Je pense que c'est une de leurs plus grosses stars aujourd'hui. Il est dans le top 5 de leurs plus grosses stars, de celui qui génère le plus d'argent pour eux et le plus d'engouement pour eux. Donc je pense qu'ils essaient de bien le traiter, mais ils sont aussi parfaitement au courant de qui ils ont comme combattant et de l'historique qu'il y a autour de lui. Ils sont plus que parfaitement au courant des soucis politique que ça engendre aux États-Unis, le fait que ce soit un combattant qui soit autant soutenu par Khamzat Kadyrov, Kadyrov. Donc voilà, je pense que l'UFC il marche sur des œufs avec lui. Il marche clairement sur des œufs avec lui et la manière de répondre de Dana, fallait être là en fait. Nous on l'a vu et tu comprends que c'est me prenez pas la tête avec ça aujourd'hui. On parle d'autre chose, quoi, tu vois. Donc il y a pas d'annonce autour de lui. Ils auraient très bien pu le faire. Khamzat il a fait un combat qu'il a dominé de la tête et des épaules. A priori il a pas eu de blessure ou autre. La plupart des autres champions comme ça, tu sais déjà qui va affronter, tu sais déjà à peu près quand il va le faire. Là, on entretient le flou artistique complet autour de ça. Tu vois Nassour et Younes du coup accepter un nouveau combat qui ne sera pas pour une ceinture? C'est une bonne question. En toute franchise, c'est dur à dire. Pour nous, à notre place, c'est dur à dire. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est des mecs plutôt adaptables qui font de la situation ce qu'elle est et qui décident par rapport au jeu de cartes qu'ils ont. Mais il l'a prouvé en acceptant Caio. Exactement. Parce que déjà, Caio, en fait, s'il accepte un nouveau combat qui n'est pas pour la ceinture, ce sera bis repetita par rapport à ce qu'il a fait avec Caio. Donc il ne va pas non plus répéter ça des dizaines de fois. Je crois pas. Je crois pas. Encore une fois, de ce qu'il montre, sa manière de travailler, il la montre clairement depuis un an, Younes. Maintenant, c'est quelqu'un d'adaptable aussi. Moi, c'est ce que je crois. Et qui a besoin d'activité, comme on le disait pour Manon. Je crois pas qu'il laissera le combattant qu'il représente être inactif et risquer de perdre ce qui fait sa force à Nassour, c'est quelqu'un qui a besoin de combattre. Donc en même temps, il y a ces considérations-là. Quand tu arrives dans l'élite, il faut bien choisir ce que tu fais, il faut bien faire attention à comment tu négocies, tout ça. Donc voilà, c'est dur de répondre à ta question, Charles. En toute franchise, c'est dur parce que on est face à des personnes, à une équipe qui n'est pas butée dans leur manière de faire et qui sont aussi capables de se dire ok, le jeu de cartes c'est celui-ci, c'est quoi la meilleure carte qu'on a ? Ça va être celle-là, on va la jouer. Tu vois. Donc je suis curieux de voir comment tout ça va se développer. Difficile de vraiment pronostiquer, mais potentiellement, et je suis d'accord avec ce scénario qui pourrait sembler en fait correspondre à tout le monde. Si tu fais un Dricus Nassourdine, tu fais un putain de super fight entre Khamzat et Pereira par exemple. Ça, pour l'UFC, il s'y retrouve gagnant. Et puis, du coup, tu libères un petit peu les moins de 84 et tu fais un combat qui peut être légitime pour la ceinture entre Dricus et Nassourdine. Donc, potentiellement, ça pourrait être un 3e combat pour une ceinture en 2026 et pour un Français à l'UFC. Allez, on enchaîne avec le dernier classé chez les hommes. On en parle avant Nora Cornol, car il a un combat qui arrive très vite à l'UFC 322. C'est Benoît Saint-Denis. Il est 13e chez les moins de 70 et il va affronter le numéro 9, Beneil Dariush.
BSD, il avait déjà eu l'occasion de rentrer dans le top 10, notamment en affrontant Dustin Poirier. Là, c'est une autre occasion qui, cette fois-ci, est rêvée un petit peu, parce que Beneil Dariush, c'est peut-être le bon moment de le prendre. Il reste sur une victoire sur ses 3 derniers combats. Benoît, il pourrait rentrer dans le top 10 et donc après essayer de reprendre ce parcours un petit peu, cette marche rapide qu'il avait entamée il y a quelques années. Ouais, et puis déjà ça prouve une chose, c'est que l'UFC a toujours confiance en Benoît. Je pense que c'est quelqu'un qui voit être un des gars qui seront la relève de cette catégorie qui est vieillissante. Les mecs qui sont au top, c'est une catégorie vieillissante. Il y a Ilia qui est passé devant tout le monde, évidemment, mais le reste, c'est les mêmes gars. Hein. C'est Charles Oliveira, c'est Justin Gaethje, etc. Donc, il y a Arman Tsarukyan, donc on attend de voir ce qui va se passer contre Dan Hooker pour ensuite voir s'il aura sa chance pour le titre. En fait, t'as un petit ventre mou entre le top 3 et le début du top 10. C'est ça. Et puis, il y a toutes ces histoires de est-ce que Topuria va faire son super fight contre Makhachev. Donc, c'est pareil, tu vois. En attendant, c'est très bien pour Benoît ce qui se passe. Tout ça est très bien pour Benoît en fait, parce que lui, ça lui donne du temps. Ça lui donne du temps d'aller chercher un numéro 9. S'il le bat, bah, ça le fait rentrer dans le top 10. Et derrière, tu es là, tu dis coucou les gars, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vois, moi, je peux combattre n'importe qui du top 10. Et avec le jeu des opportunités qui peuvent se créer, ça peut très bien se passer pour lui. Donc, par contre, il faut faire le taf contre un adversaire qui lui est similaire à bien des égards. Par contre, c'est un retour vers le futur. Benil, il est passé parce que BSD doit passer. Tu vois, les guerres, les trucs, les combats, la série de victoires, parce qu'il a une série de victoires impressionnante avant de perdre 2 fois d'affilée contre Charles Oliveira et contre Arman Tsarukyan. Donc c'est vraiment une belle opportunité. Je crois que c'était peut-être pour Benoît le meilleur combat à faire. En toute franchise. Ouais. Bah, il y a Mateusz Gamrot qui avait beaucoup chauffé. Alors, on s'était demandé un peu pourquoi Mateusz Gamrot il est mieux classé que Beneil Dariush. Je comprends toujours pas. Il allait call out Benoît Saint-Denis qui était 5 ou 6 rangs derrière lui. Moi, je comprenais pas le jeu de Beneil. Du coup, faut croire que c'est un mec instinctif qui fait parler ses émotions et qui a envie de prendre en mode tiens, vas-y, tu veux qu'on se bagarre, on va se bagarrer. mais c'est vrai que c'était assez fou. Donc, quand même, réussir à prendre un mec qui est top 10, bon, il reste quand même sur 2 victoires. Hein, Benoît Saint-Denis, dont celle contre Rufi. Donc, à la fois, tu te dis, bon, c'est bien, il va prendre quelqu'un qui est 4 classements plus haut, mais à la fois, c'est mérité par rapport à ce qu'il a montré contre Rufi. Parce qu'il n'avait pas bougé de classement après Rufi. Il n'a pas bougé de classement et puis surtout rappelons-nous qu'il était pour beaucoup il n'était pas favori dans le combat contre Rufi et la hype que Rufi avait c'était ce mec là en 4 combats il peut arriver dans le top 5 et être un challenger pour le titre. Donc c'est jamais rien quand tu éteins une hype aussi grande comme ça. Il a éteint une double hype parce que le combattant et l'équipe. Et en plus, c'est lui qui a ouvert le bal parce qu'il y a Nassour derrière qui bat Borralho et puis tu as Jean Silva qui perd 1 ou 2 semaines après. Ils ont provoqué un cataclysme pour le fighting. C'est quand même BSD qui a ouvert le bal là-dessus. Bien sûr, c'est clair. Et qui provoque une très 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 mauvaise série pour les nerds. Donc non, je pense que c'est quelque chose qui est important, qui est valorisé par l'UFC. Et c'est pour ça qu'il a un combat comme celui-ci. Encore une fois, moi je trouve que c'était le meilleur combat à faire pour lui. C'est parfait pour sa progression, c'est parfait pour monter, pour continuer son ascension et changer. Voilà, il y avait eu l'ascension rapide, on l'a donné Poirier, ça s'est pas bien passé. Ok, on a fait ça, maintenant on fait différemment. Et je crois que c'est ce que toute son équipe veut faire et que c'est une bonne chose. Concrètement, là pour Benoît, aller chercher une ceinture en 2026, ça paraît un peu tôt. Oui. On est d'accord. Oui. On est d'accord. Je vais pas dire que j'espère pas. Ce que je vais te dire, Charles, c'est que par rapport à la progression qu'ils sont en train de mettre en place, c'est mieux que ça ne se passe pas comme ça. C'est mieux. Je suis en train de regarder le classement des moins de 70 kilos. T'as encore Islam Makhachev qui est dans le classement. Toujours là. Donc déjà, quand il va combattre l'UFC 322, normalement, il devrait disparaître. Donc déjà, potentiellement, ça fait remonter tout le monde d'une place. En fonction de ce que va faire Benoît, qui sera à l'heure actuelle en ouverture de carte de l'UFC 322, déjà, il peut rentrer top 10. Donc s'il prend la place de Beneil Dariush, qui est 9e, potentiellement il passe 8e parce que Islam est parti du classement. Devant lui, il resterait Gamrot, Hooker, Pimblet, Gaethje, Holloway, Oliveira, Tsarukyan et donc Topuria qui est le champion actuel. Bon, c'est quand même des noms de tueurs. Hein. C'est des noms de tueurs. Mais on a l'habitude. En fait, ça fait 4-5 ans qu'on dit les mêmes noms dans cette c'est une catégorie de tueurs à gages. Et moi, dans Sauf mon plan, Pimblet qui est arrivé. Pimblet il est arrivé, mais Pimblet il regarde en haut et vu la hype et ce qu'il arrive à générer pour l'UFC. Il a raison de regarder en haut et je pense qu'il va combattre en haut. Par contre, dans le scénario où Hooker perdrait contre Tsarukyan, ce que je soupçonne qui va se passer,
ce serait une très bonne cible pour BSD pour continuer sa progression en 2026. Tu prends un mec qui est encore devant toi, qui est connu, qui est un action fighter, qui a ses failles aussi, ce serait super intéressant. On sait que Benoît, en plus, quand il gagne ses combats, généralement, c'est avec la manière. Donc ça aide toujours à pouvoir passer des paliers dans les classements à l'UFC. Donc potentiellement gagner en fin 2025 pour lui permettre de faire 2 gros combats en 2026 et de prétendre à un title shot s'il y arrive en 2027. C'est ça, on est potentiellement à 3 victoires. C'est ce que je vois aussi. On est potentiellement à 3 victoires pour Benoît Saint-Denis d'un potentiel title shot. Évidemment, on sait, s'il y a des Topuria, des Makhachev qui sont encore dans la danse, c'est eux qui ont la main sur ce qu'ils veulent aussi faire et sur les projections qu'ont l'UFC pour eux. Mais en tout cas, l'option pour Benoît Saint-Denis est là. On va parler maintenant de la dernière classée Baba dans ses rankings UFC. C'est Nora Cornell qui est 12e chez les moins de 61 kilos, chez les poids coqs. Alors c'est vrai, faut quand même le dire, c'est une catégorie qui manque un petit peu. Les catégories femmes manquent un petit peu de renouvellement, manquent un petit peu de vivier de temps en temps. Elle est 12e, Nora. Mais elle reste sur une seule victoire sur ses 3 derniers combats. Cette année 2026, elle va être assez charnière pour Nora Cornell parce que là, il va falloir qu'elle enquille au moins 2 victoires pour se confirmer et pouvoir espérer rentrer dans le top 10 de la KT. Exactement. Là, le truc, c'est que elle a fait victoire, défaite. Donc, il faut essayer de créer une série de 2 victoires, comme tu l'as dit. Je pense que c'est important. Maintenant, elle est toujours classée et bien classée. Elle est classée numéro 12 dans la catégorie des bantam. Dans une catégorie qui, je trouve, est ouverte. Il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de combattantes qui se valent par leur niveau. Il y a tout un groupe de combattantes, comme Nora, où je pense qu'elles se valent et qu'elle est capable de battre ces adversaires-là et que ça va dépendre du jour, en fait. Tu vois, tu vas pouvoir les battre tel jour, tu vas peut-être perdre le jour B et ainsi de suite. Moi, je pense qu'elle est en capacité de créer une série de victoires, Nora, et de se rapprocher des hauteurs de ce classement. Elle a un atout maître, c'est qu'elle a un meilleur striking, que la majorité, moi je pense, des combattantes de cette catégorie du ranking. Il faut vraiment juste bien enchaîner les choses. Les combattantes, elles ont peur de striker avec elle. C'est ce qu'on a vu avec Carol Rosa, tu vois. Elle a choisi de lutter. Non, c'est le combat, c'est le MMA. Tu as l'option de lutter, tu vas lutter et puis c'est tout. Mais tu sens qu'il y a une crainte. Elles ne veulent pas striker avec et c'est pour une bonne raison, parce que Nora, elle fait partie de ces combattantes, de ces rares combattantes qui a la capacité de terminer ses combats régulièrement avec son striking. C'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, il faut continuer évidemment à bosser, il faut pouvoir créer cette série de victoires. Et puis il faudra voir comment l'UFC va faire son matchmaking. Est-ce qu'ils vont décider quand même de donner un combat à Nora avec une combattante qui est devant, ou est-ce qu'ils vont décider qu'ils vont lui donner une combattante derrière pour voir justement comment Nora se situe et s'ils veulent essayer de faire monter une autre combattante en se servant de Nora, tout simplement, parce que on va pas se mentir, c'est ce que l'UFC fait souvent aussi. Donc il se trouve que juste derrière Nora, il y a Micha Tate. C'est un très 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 gros nom. Je sais pas si Micha veut continuer à combattre ou pas combattre. Ça serait super intéressant. Ce serait cool pour Nora de combattre très cool. Micha, même si elle est classée en dessous d'elle, encore une fois. Évidemment, c'est toujours mieux de regarder en haut. Et en vrai, pour la carrière de Nora, ce serait mieux pour elle de combattre quelqu'un qui est classé au-dessus d'elle. Ouais, c'est clair. Nora Cornell, donc 12e. On précise bien sûr que le thème un peu de ce podcast, Baba, c'était de se dire, tiens, une photographie actuelle de ce qui se passe pour nos Français dans leurs catégories respectives depuis Benoît Saint-Denis. Là, on sort de la conversation d'une ceinture potentielle qui pourrait arriver dans l'année 2026, parce que là, Nora, ça n'arrivera pas en 2026, c'est certain, même si elle prend 2 victoires, elle ne sera pas encore placée pour aller prendre une ceinture à l'UFC, et ça va être le cas aussi. On va faire très rapide maintenant pour terminer, parce que du coup on s'en éloigne, mais quand même repréciser, même si on en a parlé en début de podcast, de la situation des Français. On va commencer vite fait par Fares Ziam. Il est pas classé chez les poids légers, mais clairement avec peut-être William, c'est le mec qui est le plus underrated un petit peu, même si il s'est pas mal affirmé sur ses dernières sorties, Fares Ziam, mais lui, le top 15 des moins de 70, il peut y prétendre, et il a fait de très belles choses sur ses derniers fights. Exactement, c'est intéressant parce qu'en plus il a battu 2 profils différents. Il a battu un profil connu, entre guillemets, et il a mis KO de façon spectaculaire, Matt Frevola. Et Matt Frevola, c'est un combattant pas classé qui a quand même un nom au sein de l'UFC, que ce soit au niveau des fans américains et puis bien évidemment au niveau des fans français, ce qui s'était passé. Et puis derrière, Mike Davis qui avait une grosse hype auprès des fans de l'UFC. C'était un futur classé potentiel qu'il a écarté, donc tout le monde s'est dit normalement il sera classé. Bon, il l'a pas été. Tout le monde s'est dit il va prendre un adversaire qui est classé.
Ce qui n'a pas été le cas, tout le monde a tout de suite sauté sur l'UFC en disant mais comment ça se fait que vous lui donnez pas un adversaire classé. Ensuite, on s'est rendu compte que c'était une décision concertée avec du côté de Fares et son équipe et du côté de l'UFC, en se disant on veut encore progresser, on veut encore prendre notre temps, on veut construire en fait sa carrière à l'UFC tout simplement, et c'est ce qu'il est en train de faire dans une catégorie aussi dense. L'UFC est toujours content d'avoir des gars qui sont prêts à combattre 2-3 fois par an et qui sont prêts à prendre des mecs qui sont pas classés alors qu'ils sont super forts. Il n'y a pas beaucoup de mecs comme ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui continuent à protéger leur carrière et qui vont chercher le numéro à côté de leur nom et puis ensuite ils vont se dire ok, maintenant que je suis là, calmons-nous et je vais vraiment calculer. Fares, il calcule sa progression. Il calcule pas spécialement le nom qui est en face parce qu'il prend des mecs très très forts qui sont pas classés. C'est ça qui se passe pour lui actuellement. Donc, il prend encore un mec comme ça. Sadikov, c'est un mec qui est très fort, vraiment, qui est pas classé et qui est super fort. Donc ça va être un combat très intéressant pour nous. C'est début décembre à l'UFC 323. Ouais, ça va être un combat fun normalement. Ça c'est clair. Donc il prend un risque encore, mais c'est un risque calculé pour sa progression. Donc moi j'aime bien comment il fait ça. C'est celui, en réalité, il a un niveau. Il a un niveau top 10 sur ce qu'il a montré sur ses dernières sorties, non? Ouais. Moi, peut-être que ça va passer pour du chauvinisme, ce qu'on dit, Charles. Non, parce que j'espère qu'on met aussi les guillemets qu'il faut au moment où il faut les mettre sur certaines situations, mais il a le niveau. Enfin là, tu vois, moi je te dis concrètement, je pense que dans la liste qu'on va écouler maintenant, c'est celui qui a le plus potentiel, le meilleur potentiel pour arriver top 10 le plus rapidement. Oui, franchement, oui, il a ce niveau-là, il a ce niveau-là de performance, il a un avenir devant lui, malgré le fait que ce soit un des combattants les plus anciens français du roster UFC actuel, il est encore relativement jeune. Donc franchement, ouais, moi je pense qu'il a ce potentiel-là, t'as raison. Ça va passer par une victoire contre Sadikov et puis derrière intégrer ce fameux top 15 et commencer à aller chercher des noms intéressants pour lui. Morgan Charrière, moins de 66 kilos, poids plume. Lui, alors, c'est un cas assez particulier, Morgan, parce que lui, c'est le spectacle, c'est le showman. C'est peut-être l'un des Français les plus showman par rapport à ses combats à l'UFC. Il a 5 fights à l'UFC, il a 3 victoires, 2 défaites. Les 2 défaites sont à la décision, les 3 victoires sont avant la limite. Ouais. Il est habitué au bonus de $50,000, donc c'est le profil de mec que de toute façon l'UFC veut garder parce que ça fait le spectacle où que tu le mettes. Non seulement ils veulent le garder, mais ils ont besoin d'un mec comme ça dans le top 15. Ils ont besoin d'un mec comme Morgan Charrière parce qu'ils ont des mecs comme ça. Ils ont Steve Garcia et Onama qui viennent de s'affronter, 12 et 13. Ça fait main event d'un Fight Night. Qui peut me dire que Morgan Charrière peut pas être à la place d'un de ces deux gars, tu vois? Parce que maintenant Steve Garcia il va aller plus haut que ça parce qu'il a montré qu'il avait ce niveau. Maintenant, me dis pas qu'il y a une énorme différence entre un Morgan Charrière et un David Onama. Moi, j'y crois pas du tout. Non, c'est pas vrai. Donc, je me dis même que si Morgan gagne son prochain combat, ça peut faire un combat contre Onama pour intégrer le top 15. Donc, non, en toute franchise, moi, Morgan, je pense que c'est un combattant qui continue de progresser, qui continue d'ajouter des cordes à son arc et qui peut intégrer ce top 15 en 2026. 2026, potentielle entrée dans le top 15 pour Morgan Charrière. William Gomis, non classé dans la même catégorie chez les poids plumes. Alors William, c'est pour ça que je disais ça aussi tout à l'heure. Je disais que c'est un des gars les plus sous le radar parce que quand il arrive en 2022, il bat Jarno Herrens, ensuite il bat Francis Marshall, puis Yanis Guémouri, puis il bat Janderson Brito. Ça, c'était une performance de fou. Derrière, il y a une petite split decision en plus, donc c'est assez serré contre Haider Hamil. Et puis Robert Truchala au dernier UFC Paris. Donc en vrai, la progression et le parcours, il est assez dingue pour William Gomis. Le problème, c'est que j'ai du mal à voir l'UFC lui donner un assez gros combat pour lui dire tiens, regarde ce combat pour te faire rentrer dans le top 15. C'est toujours ce fameux débat des finishes, malheureusement. Du côté spectaculaire qui va peut-être manquer à William pour l'organisation. Je parle pour l'organisation, entre guillemets, pour pouvoir lui faire intégrer ce top. Il n'y a pas les bonus qui vont avec, je sais que Morgan Charrière a, lui, par exemple. C'est ce genre de choses-là. Maintenant, si tu regardes ses résultats, tu les analyses de façon froide. Là, la seule question que tu te poses, c'est encore combien de combattants non classés vous allez lui donner? Parce que visiblement, il gagne l'immense majorité de ses combats contre des adversaires non classés à l'UFC. Parce que en fait, il a plus de combats que Morgan à l'UFC, il a plus de victoires. Il devrait être classé. Mais finalement, toi, tu te dis que dans la même catégorie, c'est Morgan qui aurait le plus de chances d'intégrer le top 15. Et vous savez très bien, ceux qui écoutent le Fighter Club depuis des années, vous savez très bien que je voudrais privilégier le mérite sportif. Et à ce jeu-là, mais William, normalement, il doit être classé. Il doit être classé parce qu'il a fait le boulot hors classement, tu vois. Maintenant, on sait que c'est un business. Quand il bat Brito
et que c'est du coup sa 4e victoire d'affilée à l'UFC sans défaite, tu dis que ça vaut quelque chose. Parce qu'ils auraient probablement classé Brito s'il avait gagné. Ouais. Tu vois, c'est ça le truc. Donc tu sens que c'est des styles, tu sens que c'est des performances, tu sens que c'est le côté spectaculaire qui va peut-être manquer et qui fait que l'UFC veut pas il veut continuer à lui donner encore un mec comme ça qui est hors classement et qui est très dangereux. Il va probablement encore l'écarter et il y aura plein de questions avant le combat, il y aura plus de questions après. Donc j'espère pour lui qu'il sera classé dans le top 15 derrière. Allez, très rapidement, Oumar Sy, donc on l'a dit tout à l'heure, chez les mi-lourds, les moins de 93 kilos, on espérait le voir rentrer dans le top 15, c'était quasi assuré s'il battait Alonso Menifield. C'était en juin, il a perdu. Finalement, depuis, il a pris la victoire à l'UFC Paris contre Branson Ribeiro. Alors voilà, pour Oumar, encore une grosse perf et tu peux rentrer dans le top 15. Oui. Puis si Oumar, il a son identité de combattant. C'est quelqu'un, c'est un style qui se retrouve pas beaucoup dans sa catégorie. Et s'il fait la même chose, s'il reste sur ses qualités là, de venir prendre le mec, lui mettre un bouillon tout de suite, le mettre au sol et de l'étrangler ou de le tabasser. Ça va aller très vite. Lui, je suis quasi certain qu'il rentre dans le top 15 dans le premier semestre 2026. Parce qu'en plus, à l'image de Cyril Gane, c'est un mec assez athlétique, assez virevoltant pour cette catégorie des moins de 93. Donc il a un style qui peut très très bien s'adapter aux combattants qui sont au bas du classement. Et on va le faire cette fois-ci en un mot, parce qu'Axel Sola, c'est le combattant français qui paraît être le plus loin d'une accession au classement, parce qu'il a fait qu'un seul combat. Mais il a été très bon sur ce combat. Faut qu'il gagne aussi en communication, un petit peu en allant chercher des mecs, etc. Mais s'il continue sur cette lancée, il peut, faut qu'il fasse 3, 4, 5 combats et on verra où il en sera à ce moment-là. Exactement. Lui, de toute façon, il vient d'arriver. Donc voilà, il faut qu'il fasse sentir sa présence maintenant. Il a réussi ses débuts. La question qui va se poser, c'est quelle catégorie ? Parce qu'il a fait ses débuts en welterweight, alors que c'est un lightweight. C'est un poids léger de base. Il était champion poids léger à l'ARES. Là, il a fait ses débuts en poids welter. A priori, il devrait redescendre en léger, de ce que je comprends. Donc voilà, construire comme les autres, gagner 2, 3, 4 fois et voir ce qui va se passer. Allez, au top, Baba. En tout cas, on a fait un bon point assez complet, je l'espère, sur la situation de tous nos Français à l'UFC par rapport à ce qui s'est passé, notamment avec ce combat entre Cyril Gane et Thomas Spinal. Un grand merci à toutes et à tous. Un grand merci à Arthur Robert qui m'a engueulé, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit on va faire 45 minutes. Pardon, Arthur. Et au final, on fait 55 minutes, 1 heure. Donc voilà, bon, je sais pas si ça a travaillé ou pas, mais je sais pas si ce sera déduit de notre salaire. Peut-être une petite prime, je sais pas. Vu qu'on travaille plus, on mérite une prime. Exactement. Et voilà, c'est ce qu'on va essayer de dire à Arthur. Bon, merci à toutes et à tous. Merci à Loïc Pelletier à la réalisation et à toutes les équipes RMC Sport Combat. Merci à vous de nous suivre dans le RMC Fighter Club et on se retrouve très vite. Ciao. Salut. RMC Fighters Club.